Allez, chaque jour dans ce JT, on va s'intéresser à un pays. On va s'intéresser aujourd'hui au marché asiatique de l'alimentation. Pour nous en parler, Charles Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du bureau Sopexa au Japon. Vous habitez du Japon, oui, au Japon, à Tokyo. Est-ce facile d'exporter des produits au Japon ? Alors, je pense que tout dépend des produits que l'on souhaite exporter, mais globalement, il y a déjà de très nombreux produits qui sont présents sur le marché. Les produits français ont la chance d'avoir une très belle image au Japon, ce depuis toujours. C'est un pays à la culture alimentaire très très développée. Et donc, on y trouve à peu près tous les produits français sur le marché. Alors ensuite, lesquels sont les plus prisés ? Alors les plus prisés, les plus emblématiques, on peut dire que le vin occupe une place prédominante. Le fromage, le bon vin, oui, mais il n'y a que du bon vin. Alors effectivement, les vins de tous les niveaux, donc les vins effectivement, les grands châteaux, les vins très connus, très chers, mais également des vins beaucoup plus accessibles. C'est le marché du vin au Japon est le marché le plus mature en Asie. Donc on y trouve énormément de produits, aussi bien français que des. Alors sur l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut citer ? Alors les produits laitiers, pour le Japon, occupent une place importante, aussi bien pour les fromages de spécialité que pour des fromages plus fondus, qui sont ensuite en partie retravaillés dans la production locale. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on essaie d'adapter les produits au goût des Japonais ? Alors non, il y a les produits de spécialité, donc eux restent bien des produits de spécialité, ils sont appréciés en tant que tels, mais ensuite pour toute la partie plus industrielle, effectivement, il y a des fromages, tout ce qui est fromage fondu notamment, qui vont être faits à base de fromages frais qui seront importés. Il ne faut pas oublier que le Japon est un pays qui est dépendant à 60% de toutes les importations pour ce qui est alimentaire, donc 40% seulement de ce qui est dans votre assiette au Japon a été produit localement. Et la France est bien placée justement sur cette importation japonaise ? Alors tout à fait, tout dépend des produits, mais globalement c'est vrai qu'on y trouve, on vient de le citer, le marché du vin, donc qui est important, les produits laitiers, mais également tout ce qui est épicerie fine. L'ensemble de tous les produits français, je pense, à quelques rares exceptions près, sont présents. Le bio est-il prisé là-bas ? Oui, alors tout à fait, le bio et tout le positionnement well-being en général est très prisé et de plus en plus. Ça peut être soit un moyen de se différencier pour des produits déjà présents, soit pour des produits qui sont clairement orientés sur ce positionnement-là. Et le champagne, on parlait du vin tout à l'heure, le champagne aussi trouve beaucoup de débouchés au Japon ? Oui, tout à fait. Alors le champagne s'est beaucoup développé ces dernières années et dans son sillage, les vins effervescents aujourd'hui connaissent une certaine... ils sont dans le bon... ils ont le vent en poupe, on va dire. Et le luxe ? Les produits carrément luxueux. Oui, tout à fait. En fait, le foie gras, par exemple. Alors, le foie gras, entre autres, et tous les produits très haut de gamme sont appréciés. Les Japonais, comme je le disais tout à l'heure, sont de très très fins gastronomes. Déjà de par leur propre culture, leur propre cuisine. Et ils apprécient donc tous les produits très haut de gamme. Et ces produits, en créant une image, en véhiculant une image, drainent des possibilités pour des produits plus mass market, plus accessibles. Ils ont le budget, ils dépensent beaucoup pour l'alimentation. Oui, tout à fait. Les Japonais aiment beaucoup manger, ils mangent énormément à l'extérieur, beaucoup au restaurant. Si vous regardez un petit peu la télévision, par exemple, vous verrez que la nourriture, la cuisine est toujours présente, omniprésente, à travers les jeux, à travers les émissions talk-show. Les gens mangent beaucoup, à l'extérieur notamment. Dernière question, si vous avez un conseil à donner à une entreprise qui souhaite trouver des débouchés au Japon, quelle serait la priorité pour elle ? Je dirais que tout d'abord, il serait intéressant de commencer par bien étudier les possibilités, faire un voyage de prospection, une mission de prospection, voir de quoi il en retourne véritablement là-bas, sur place, rencontrer d'éventuels partenaires, bâtir une stratégie et partir sur un principe de long terme. Merci beaucoup Charles Durand d'avoir été avec nous sur ce plateau de Terre d'Info. Le produit du jour, c'est l'agneau presto. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, on va poser tout de suite la question à Jean-Louis Vollier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez de Poitou-Charentes et vous êtes le directeur d'une association pour la promotion de l'agneau. Alors première question, présentez-nous cet agneau presto. On parle de quoi là ? Alors on parle d'un nouveau concept de présentation de la viande, puisque l'agneau avait l'habitude d'être présenté avec os, le traditionnel gigot. Alors on va voir ça, on va le temps de se cadrer, voilà, on va voir ça. Vous êtes venu le avec traditionnel un gigot. grand plateau, voilà.
Et aujourd'hui, le concept Presto, qui est un concept qui a été mis en place par l'interprofession française Interbev, en lien aussi avec les interprofessions du Royaume-Uni d'Irlande, vise à développer en fait la consommation de viande sous des formes modernes, puisque c'est une consommation qui était un peu vieillissante. Donc en fait, on trouve de l'agneau, et là on le voit bien sur ce plateau, sous différents aspects, quoi. Il y a l'émincé, il y a le filet, il y a le traditionnel gigot, bien sûr. Tout à fait. En fait, l'émincé est issu d'un muscle du gigot, sauf qu'il est présenté pour faire des présentations rapides, puisque le principe de l'agneau Presto, c'est de cuisiner rapidement. Généralement, la plupart des recettes qui sont proposées sur le site internet agneaupresto.com est une site internet, vous êtes moderne, vous. Tout à fait. Et le cahier des charges, en fait, c'est de cuisiner en moins de 10 minutes. Hein. Donc, en fait, la technique consiste à séparer les différents muscles du gigot, en particulier la noix qui est un muscle très fin, et on peut faire des mini rôtis, on peut faire des steaks de gigot, on peut faire des émincés, on peut faire des dés, on peut même faire de la fondue, on peut faire plein de choses. D'accord, donc l'idée c'est quoi? C'est de demander en fait à son boucher de nous préparer l'agneau sous cette forme, c'est ça, pour qu'il cuise plus vite? Tout à fait. La durée de cuisson La durée de cuisson, généralement, tout ce qui est proposé, c'est moins de 10 minutes. Après, ça dépend effectivement de la quantité qu'on va prendre, parce que l'autre principe, c'est quand vous n'aviez pas le choix devant un gigot comme celui-ci, c'est donc 1,7 kg, il fallait avoir une grande famille où il fallait en manger plusieurs fois par jour, enfin sur une semaine. Là, le boucher va préparer le muscle selon ses mini-rôtis, et vous pourrez avoir des rôtis qui vont faire 200 grammes, 300 grammes, et auquel cas, un quart d'heure maximum, c'est cuit. Bon, donc on n'a pas à passer toute son après-midi en cuisine pour préparer un bon petit plat. L'agneau, ce n'est pas la viande forcément la plus consommée. Là, c'est quoi? C'est une façon de la promouvoir? Tout à fait. C'est une façon de promouvoir la consommation, en particulier auprès des jeunes, parce que l'agneau se prête très bien à des préparations exotiques, des recettes à l'indienne, des recettes à la marocaine. Il y a plein de choses à faire avec l'agneau. Et quand l'agneau est désossé, comme ça, on peut faire plein de choses. L'agneau, ça coûte cher? Ça coûte cher, ça fait partie des viandes effectivement qui étaient quand même dans le niveau haut. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en présentant des morceaux comme ça, on ne baisse pas le coût à la vente, mais on choisit la quantité plus facilement, donc c'est une solution plus souple d'achat. Et quelque part aussi derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la quantité de déchets qui restent dans l'assiette. Et là, dans la mesure où le muscle a été travaillé, dénervé, dégraissé, il n'y a pour ainsi dire pas de déchets. Et en plus, quand c'est un produit comme le nôtre, sous indication géographique protégée, qui répond à des normes de qualité. On a un agneau très très fin avec très peu de gras et beaucoup de muscles. On a vraiment quelque chose de parfait à la consommation. Tout est bon dans l'agneau, c'est ce que vous nous dites. Tout est bon dans l'agneau et on peut en manger tous les jours avec une variété de recettes. Et c'est aussi le principe du concept Presto, c'est diversifier la consommation d'agneau. Alors, ça ne vous a pas échappé, on est au Cial, présence étrangère assez importante. Est-ce que l'agneau s'exporte? L'agneau, je dirais, s'exporte effectivement de France dans un certain nombre de pays, mais sur des quantités très restreintes, en particulier sur des spécialités comme l'agneau de lait. Malheureusement, on reçoit plus d'agneaux de l'extérieur consommés par le consommateur français. Et c'est donc à la production française, à travers ces différents terroirs, aujourd'hui, d'avoir un discours moderne pour faire en sorte que son agneau, en plus de ses garanties de terroir, puisse se consommer sous ces formes-là pour attirer les jeunes et faire en sorte qu'on fasse du wok d'agneau, par exemple. Il y a des choses superbes à faire avec cette forme de cuisson. Et on a plein d'autres choses encore à faire. Bon, on voit que vous êtes passionné, promouvoir l'agneau, donc ça va être votre mission tout au long de ces 5 jours du Cial. Merci beaucoup, monsieur Vollier, d'avoir été avec nous.